On se représente parfois la vie comme une ligne droite, une trajectoire bien définie, un choix évident. Mais je vous pose la question, vous ne vous demandez jamais si tout ça ne serait pas une vision un peu simplifiée des choses ? Parce qu'en avançant, les chemins bifurquent, et parfois au-delà des règles établies. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour rêver, pour s'ouvrir et pour surprendre. Bienvenue dans Courant Alternatif, le podcast des esprits libres qui s'intéresse au parcours de celles et ceux qui avancent autrement. Ici, vous allez le découvrir, pas de vérité figée, mais plutôt des chemins de traverse, des tensions et surtout une conviction. C'est dans le contre-courant que naît le futur. Alors, rejoignez-nous, je vous invite. C'est parti pour explorer des projets artistiques, scientifiques, sportifs, mais aussi des initiatives citoyennes et internationales. Courant Alternatif, c'est l'écho de personnalités inventives, de thématiques pleines d'audace et de nos différences pour prendre conscience tous ensemble du potentiel de nos énergies créatives et susciter le changement. Alors, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à vous brancher sur une nouvelle onde ? Place à notre invité du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode de Courant Alternatif. Aujourd'hui, on reçoit Mademoiselle Élie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Élie, on est ravis de te recevoir. Ça va être un épisode super intéressant pour tous les mélomanes, toutes celles et ceux qui ont envie d'emprunter des voies dont on penserait qu'elles ne sont pas forcément adaptées à leur vie parce que parfois la vie nous fixe des barrières. Toi, tu as réussi à les faire sauter. On va pas mal en parler dans cet épisode. C'est vrai. Alors, déjà pour commencer, chère Mademoiselle Élie, toi qui es une DJette notamment, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditrices et nos auditeurs ? Super. Donc, Mademoiselle Élie, je suis DJ depuis 7 ans maintenant et je compose aussi de la musique électro. Très bien. Alors, tu es DJette, compositrice. Je crois aussi que de manière générale, tu fais aussi parfois de la direction artistique. Tout à fait. Tu es présente sur LinkedIn. Oui. On en reparlera, oui. Parce qu'effectivement, une DJ sur LinkedIn, ça peut étonner les gens. Mais vu ce que tu fais, en fait, c'est très intéressant. Et tu es assez active pour défendre la profession de DJ. Aujourd'hui, déjà, un petit peu en guise d'introduction, comment tu décrirais, toi qui bouscules divers codes, ton rôle et ton engagement dans ce milieu ? Alors, il y a une première chose, c'est déjà le positionnement qu'on adopte en tant que DJ. Et pour rendre, en fait, notre métier professionnel, il faut déjà être professionnel et voilà, en fait, montrer le chemin, défendre ce qu'on pense être juste. Voilà. Alors, tu as un univers qui est festif et onirique. C'est ça. C'est comme ça que tu le décris. Oui. Tu es capable de mixer aussi bien dans un club intimiste à Paris que sur une plage au coucher du soleil. Quand tu crées une ambiance musicale, qu'est-ce qui te guide ? Alors, il y a plein de choses. Déjà, mon état d'esprit un peu du moment, le lieu et surtout où j'ai envie d'emmener le public, en fait. On mixe tout à fait différemment à 2h du matin, à 5h du mat ou alors à 19h. Et on propose des ambiances complètement différentes. Tout dépend si on a envie de plutôt faire rêver les gens, qu'ils soient plus chill, si on a envie qu'ils chantent, qu'ils dansent, si on a envie qu'ils partent un petit peu en transe. Donc, c'est un peu ça qui va définir en fait le moment, quoi. Et du coup, en fait, dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu arrives à lire la foule. Est-ce que tu t'adaptes parfois au moment où tu mixes pour en fait changer un petit peu la donne par rapport à ce que tu ressens ? Oui, absolument. En fait, on ne sait jamais ce qui va se passer. En réalité, on ne sait pas qui on aura en face de nous et on ne sait pas à quoi le public va répondre. Donc, en fait, on est toujours en train de regarder le public et de s'adapter. Donc, vraiment, c'est une surprise à chaque fois, quoi. Alors, on va un petit peu parler des origines et ce qui t'a amené à devenir DJ. On dit DJ ou DJ d'ailleurs ? On peut dire les deux. On peut dire même DJing. Ça, c'est le mot. Très bien. C'est le le dernier anglais, mot on va dire. En vogue ? Ah non, anglais, mais d'accord. on dit DJing aussi pour les filles en France, quoi. Très bien. Alors, est-ce que c'était une passion pour toi, une vocation ? Comment c'est né cette évolution ? C'est une longue histoire, mais j'ai découvert ce métier en fait hyper tard et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier en fait hyper tard. Et quand j'ai tout simplement intégré une formation un petit peu poussée par un copain à moi et en fait ça a été vraiment une révélation. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Mais en fait, à la base, je crois, tu l'avais dit d'ailleurs sur LinkedIn, que tu étais styliste personnelle. Oui.
Et donc, en fait, tu commences ce métier-là et après, tu bifurques. En fait, ça s'est fait... j'étais donc dans le milieu de la mode et j'ai eu une grosse épreuve familiale qui m'a donné un peu du fil à retordre et j'ai eu besoin de faire autre chose. Et donc, j'ai intégré un groupe de DJ. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Vraiment, ça m'est un peu tombé dessus à la base. Et quand j'ai testé ça, je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il me faut, quoi. Et donc, il y a une école, il y a une formation? Il y a des formations, ouais. Mmh. Oui. Il y a plusieurs écoles maintenant, ça se développe bien. Et ça fonctionne comment, en fait? C'est en un an ou Alors moi, j'ai fait un cursus en 4 mois. Ok. Donc vraiment sur les techniques de mix et la programmation musicale. Voilà, où emmener ton public, comment développer ta culture musicale. Et bien sûr, les techniques, utiliser les outils, etc. Ok. Et alors, aujourd'hui, on va parler de ton univers, tes influences musicales, ce que tu fais. Ce qui fait que j'étais très curieux en découvrant ton profil et une partie de ta personnalité, puisqu'en fait, je t'ai découverte sur LinkedIn. Oui. C'est que tu souhaites aussi défendre la profession de DJ. Je crois que tu disais que notamment, il n'y a pas de syndicat. Il y a, en fait, c'est un métier au statut un peu bancal. En fait, il y a pas vraiment de... On n'a pas de convention collective, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. C'est un métier qui peut être considéré comme une passion. Donc, on est toujours un peu dans un entre-deux qui fait que les limites, elles sont très floues. Et ça déborde souvent. Et ça crée de la précarité Beaucoup, ouais, beaucoup. Oui, beaucoup. Et surtout avec l'arrivée des nouveaux outils qui fait que finalement... Tout le monde peut un peu apprendre à mixer hyper facilement en appuyant sur un bouton. Et donc, c'est encore plus important pour moi de défendre le métier et les compétences qu'il requiert avec l'arrivée de tout ça, quoi. Alors, de quelle manière, justement, tu défends cette profession ? Alors déjà, je forme d'autres DJ. Ça, c'est... Et je les forme aussi au business de la musique. Parce que pour moi, c'est très important quand on entre dans ce métier-là, qu'on ait une conscience de vraiment... globalement, tout ce que ça implique. Je défends aussi le fait d'avoir des contrats, de pas annuler une prestation à la dernière minute parce qu'il pleut ou qu'on n'a plus envie, quoi. Voilà, j'essaie de porter ma parole dans ce sens. Du coup, est-ce que LinkedIn, justement, t'a aidé vis-à-vis de ça ? Est-ce que tu as l'impression, parce que je crois que tu as eu pas mal de followers assez rapidement. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression que ce combat que tu portes, commence à prendre forme ? En fait, j'ai été hyper surprise de l'accueil que j'ai reçu sur LinkedIn. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, ça donne une légitimité aussi au métier. Ça fait vraiment plaisir d'être accepté en tant que professionnel sur un réseau qui est professionnel, quoi. Donc, ça participe au cheminement, finalement. Et en termes, du coup, de protection de la profession, où on en est dans les initiatives qui pourraient être mises en œuvre ? Alors, pendant le Covid, on avait commencé à créer un groupe autour d'un syndicat et ça a un petit peu... capoté, on a un peu abandonné l'idée, mais vraiment c'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête et que je pense développer à un moment donné, parce qu'il y a vraiment des choses qui moi me hérissent les poils. Ah oui, du genre Des DJ qui sont payés à la bière, par exemple, ça c'est assez drôle, qui peuvent mixer pendant 6 heures et être payés rien parce que c'est pour la gloire, quoi, c'est bien de mixer dans ce tel lieu. Ou alors, les annulations de dernière minute, sans même un désolé, quoi. Je trouve ça aberrant, en fait. C'est pas possible de... Donc voilà, il y a aucune contractualisation. Quand on demande d'être contractualisé, on nous regarde avec des gros yeux. Donc moi, je me bats vraiment pour que des devis soient signés, pour que les choses soient faites de manière... carré et professionnel, quoi. Alors, tu travailles justement dans divers univers, parce que souvent, on dit que le DJing, ça va être pour une soirée, mais j'ai remarqué, par exemple, tu pouvais accompagner des marques sur des défilés, dans des boutiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette introduction de ta passion dans de multiples univers ? C'est ça qui est drôle, c'est quand on imagine le DJ, on s'imagine vraiment le DJ en club ou en festival. Et en fait, il y a plein de manières d'être DJ. Et il y a plein d'événements. Et ça, on le découvre justement quand on devient DJ, parce que c'est un peu aussi l'idée que j'avais, moi. Et en fait, je travaille énormément dans le milieu de la mode, dans le milieu de l'art.
Je travaille pour par exemple, des soirées d'entreprise. J'ai accompagné des cocktails de fin de tournage, par exemple. J'ai même joué dans des films. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Je t'ai vu dans un stade aussi. Et oui, j'ai mixé au Parc des Princes. En effet, c'était pour un événement sportif. Donc en fait, il y a vraiment plein de manières d'être DJ, quoi. Et tu essaies de développer ça. Tu penses qu'il y a matière à... Oui, et puis aussi, en fait, on peut aimer la musique, on peut aimer danser sans forcément avoir envie de se coucher à 9h du mat', quoi. En fait, la musique, ça peut être un peu partout, n'importe quand, et ça accompagne tout type d'événements. Donc, Et voilà. j'ai l'impression que tu lis parfois ça à la mode, justement, parce que tu dis que tu croises avec beaucoup d'art, comme tu as un passé dans la mode. Est-ce que justement tu essaies aussi d'imprimer ta marque, Mademoiselle Ellie, avec ce milieu-là? Oui, complètement. En fait, je sais pas si j'essaye, mais je pense que c'est ce qui se fait un peu naturellement chez moi, parce que bon, la mode, c'est mon premier amour, on va dire. Et DJ, c'est aussi un métier visuel. C'est-à-dire qu'on va offrir autant une ambiance sonore qu'un sourire, qu'un look. Voilà, c'est une signature, en effet. Et je pense que ça s'est développé à peu près naturellement chez moi. Alors, tu es très impliquée également pour la visibilité et la place des femmes dans ce milieu. Est-ce que tu peux nous dire ce que cela implique dans ton quotidien? Pourquoi tu soutiens en fait les femmes dans le DJing? Alors déjà, il y a peu de femmes, et c'est aussi une histoire personnelle. Quand j'ai voulu... En fait, j'ai une histoire assez particulière avec le DJing, parce que lorsque j'étais vraiment plus jeune, je suis sortie avec un DJ, et ça m'avait fascinée, en fait. Ce monde-là m'avait fascinée. Je trouvais incroyable le fait d'être sur scène, de faire danser les gens, qui deviennent fous. Enfin, c'était magnifique. Mais il y avait aucune fille. Donc, dans mon esprit de jeune fille de 18 ans, quoi, c'était un métier d'homme. Et donc, j'avais vraiment... je m'étais dit, bon, c'est un métier d'homme, et c'est tout, quoi. C'est comme ça. Sans doute un peu bêtement ou naïvement, quoi. Et c'est des années plus tard, du coup, quand j'ai un autre ami, un homme d'ailleurs, qui m'a proposé... qui m'a dit, mais t'es vraiment faite pour ça. Et que je l'ai écouté, c'est là que j'ai découvert que, en fait, j'aurais dû commencer déjà il y a bien longtemps. Et en fait, il y a de plus en plus de femmes, donc ça, c'est super chouette. Mais je trouve que c'est difficile pour une femme d'être considérée dans ce milieu, un peu plus maintenant. On doit faire un peu doublement nos preuves, en fait. Souvent, moi, ce qui m'a été dit, c'est... et ce qu'on entend pour les femmes, c'est bon, elle est prise parce que pour son physique, elle sait pas mixer, des choses comme ça. Et donc, si on veut perdurer et si on veut être reconnu pour nos compétences, il faut presque redoubler d'efforts, quoi. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, je forme des filles et des femmes qui veulent être DJ. Et donc, pour moi, c'est hyper important, voilà, qu'elles aient leur place et qu'elles prennent leur place dans ce milieu, quoi. Et est-ce que tu sens parfois qu'il faut être protégé en soirée? Oui. Alors, du public, parfois, des hommes qui ont vraiment des comportements un peu indécents, mais parfois même des hommes du milieu en lui-même, quoi. Des propos déplacés, des gestes déplacés. Et je trouve que... Et surtout, en fait, c'est un métier où on est souvent seul. On rentre tard, on se promène la nuit, Oui. On est habillé pour le spectacle et tout ça. Donc, ouais, il faut être avisé déjà et préparé, quoi. Et idéalement, être accompagné. Très bien. Alors justement, tu évoques la solitude aussi de ce métier. Tu en parlais sur cette plateforme professionnelle qu'on a mentionnée. Est-ce que cette solitude est un petit peu pesante parfois, ou c'est aussi une façon de décompresser après toute l'adrénaline collective? C'est une bonne question. Il y a deux choses. C'est que je pense qu'il faut avoir vraiment travaillé sur soi, sur ses émotions pour que cette solitude ne soit pas trop pesante. Quand on rentre super tard, qu'on a connu en fait un moment intense, de joie intense, de partage intense, mais qu'il est 3h du mat et que finalement on peut le partager avec personne ce moment. On l'a partagé avec des gens
un instant, mais qu'on ne connaît pas. Et en fait, on rentre et et d'un coup, il y a le vide. Et donc ça, c'est un peu spécial. Et en fait, on devient un peu... c'est un métier qui empiète aussi sur la vie personnelle, parce qu'en fait, on devient DJ globalement, quoi. On rentre pas chez soi à 19h et ça y est, c'est fini. Ça fait partie intégrante de notre personnalité. Et donc, il y a un peu tout qui se mélange. Et les appels qu'on reçoit, c'est pour ça. Tout est lié finalement à notre la profession. séparation vie privée, vie professionnelle doit pas être simple. Non, il y en a pas. En fait, on est toujours artiste ou DJ. D'autant que tu travailles le week-end aussi. Voilà, en fait, en plus, on est tout le temps en décalage. Donc, moi, il y a plein de choses que j'ai ratées dans ma vie familiale parce que je travaille. Bon, tout le monde le comprend, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'il y a des périodes de down où on se dit waouh, quoi. Et on se sent un peu seul. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut être bien entouré. Et surtout, avoir d'autres centres d'intérêt, en fait. Et des gens qui sont hors de ce milieu. Voilà, pour voir qu'il y a autre chose à côté de ça, quoi. Ouais, c'est important, j'imagine. Ouais. On évoquait tes débuts de DJ en début de cette émission. Est-ce que ton environnement familial a été en support quand tu as décidé de faire ce choix? Alors, ma sœur est un soutien éternel et inconditionnel. Donc oui, j'ai eu ma sœur, mais sinon, c'est vrai que en fait, je viens d'un milieu qui est pas du tout artistique, pas du tout dans l'entrepreneuriat. On est plutôt, il faut être très pragmatique, travailler un peu comme tout le monde. Et donc, j'ai commencé tard, donc il y avait quand même eu des prémices. J'ai mis beaucoup de temps déjà à trouver ma voix, parce que je n'acceptais pas d'être une personnalité un peu particulière. Et au moment où j'ai décidé d'être DJ, vraiment, je pense que 99% des gens n'ont pas compris. Je me suis même disputée avec ma mère à ce moment-là. Et on ne s'est pas parlé pendant 3 jours, ce qui est assez étonnant chez nous. Mais voilà, moi, je savais que c'était ça, donc j'ai écouté personne, à part moi-même, cette intuition qui était vraiment débordante. Et en fait, ça a commencé, ça s'est jamais arrêté, donc il faut s'écouter parfois. Au final, tu l'as vécu positivement? En fait, ça a été... C'est un peu bateau de dire ça, mais ça m'a un peu sauvée à un moment vraiment assez critique dans ma vie où, comme je l'évoquais... C'était une période très difficile avec vraiment des enjeux personnels difficiles. En fait, ça m'a vraiment aidée à traverser cette période. Voilà. C'était un second souffle. Ça a été un second souffle, ouais, tout à fait. Du coup, ça fait 7 ans oui. que ce second souffle te porte. On parle souvent de la liberté artistique dans le métier de DJ. Tu joues, j'imagine, tu composes ce que tu as envie de composer, tu t'adaptes à une foule aussi que tu lis. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la liberté, quand tu crées et tu mixes? Alors déjà, c'est très différent de composer et de mixer. C'est vraiment 2 univers différents. Déjà, moi, la liberté, je la trouve dans le fait de faire quelque chose que j'aime, d'être à ma place. Quand je suis devant une foule et que je mixe, que je les emmène quelque part, que je danse et que eux ils sont en face de moi, ils sourient et puis on se transmet cette énergie. Ma liberté, je la trouve là en fait, dans le fait de faire ce que je veux et de transmettre ce que je veux. En composition, c'est plus dans l'émotionnel. Par exemple, en fait, dans le mix, je vais vraiment transmettre de la joie, alors que dans la composition, je vais vraiment laisser aller mes idées, même les plus profondes, les plus enfouies, les plus mélancoliques. Et donc ça, c'est aussi une forme de liberté, pouvoir raconter ce qu'on veut, raconter les histoires qu'on a envie de raconter, et ça, c'est chouette aussi. On parle beaucoup de liberté dans Courant Alternatif, ouais. Grâce à nos invités. Là, tu as évoqué une forme de liberté. De manière générale, si on sort de ton univers musical, de ce métier, la liberté dans le monde d'aujourd'hui, ça doit être quoi pour toi ? La liberté, c'est hyper important pour moi. Je crois que c'est le combat de ma vie. Je pense que la liberté, c'est vraiment oser être qui on est, oser faire ce que l'on veut, tester, oser se tromper aussi.
Voilà, c'est surtout ça, surtout faire ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est se libérer de ces contraintes mentales surtout et de ces pensées limitantes pour pouvoir oser être soi et se déconditionner, se déconditionner. Je sais pas si, si ça se dit, mais voilà, sortir des carcans en fait qu'on nous a imposés en tant qu'enfant ou dans notre société, quoi. Alors aujourd'hui, quels sont j'enchaîne avec ton quotidien et la notion de création, quelles sont tes influences musicales? Oh, alors ça c'est vague. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique et beaucoup de choses complètement différentes. En tant qu'enfant, j'écoutais ce qu'écoutaient mes parents. Du coup, j'ai beaucoup été bercée par l'eurodance, l'italo disco, la funk. Génial. Ouais, j'ai adoré ça. Donc tu aimes Pino D'Angio? Évidemment. Mais vraiment, mes parents faisaient beaucoup de fêtes. Et donc, c'est ce qu'on passait dans les fêtes. La funk, disco. Et puis, aussi, j'ai été pas mal bercée au R&B ou les divas américaines. Et le rap aussi, le rap français. Quel genre de rap français? Alors, j'écoutais à l'époque Oxmo Puccino, par exemple, ou Kerry James. Enfin, voilà, j'aimais bien. Enfin, j'aime les mots, j'aime la langue française. Donc, tout ce qui est chanson française de manière générale, j'adore. Et le rap avec l'intensité, encore plus. Alors, du coup, quand on va voir un DJ set de Mademoiselle Ellie, qu'est-ce que les gens peuvent se dire? Même si effectivement tu dis qu'il faut lire une foule, et ça c'est super intéressant, j'imagine qu'il y a quand même un peu une signature. Oui. Si je vais te voir demain, quel genre de soirée je vais passer? Alors je pense que tu vas bien t'amuser déjà. En fait, j'aime les choses assez intenses qui transpercent, je sais pas, qui transportent ton âme. Donc à la fois, je vais jouer des choses hyper joyeuses et chantantes, et souvent je vais aller vers des choses un peu plus deep, quoi. Tu chantes aussi? Je chante un peu, oui, et je pose ma voix sur mes morceaux. Ah, génial. Et Ouais. est-ce qu'en soirée, tu peux poser ta voix aussi? Ça m'arrive, oui. Ouais. Ça m'arrive. Et ça apporte un truc en plus, t'as l'impression, à la foule? En fait, ça apporte un truc qui est un peu plus artistique. Ils ont l'impression d'avoir... déjà, c'est une surprise, et puis aussi, il y a quelque chose de plus intimiste, quoi, qui se joue dans le moment présent. Alors, on va parler de tes DJ sets. Il y en a beaucoup, beaucoup de styles. Je crois que tu organises tes propres soirées. Oui, tout à fait. Déjà, alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer? Alors, c'est pas vraiment des soirées, on va dire que c'est plus des ateliers. Je fais ce qu'on appelle de l'ecstatic dance. Je pense pas que ça parle à beaucoup de monde encore. Mais en fait, c'est des séances de danse méditative sur un DJ set. Donc, c'est des séances où on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne prend pas de drogue, on est pieds nus de préférence et on communique pas par la parole. Donc, il se passe plein de choses. Et on n'a pas de téléphone aussi, ça c'est très important. Donc en fait, ça plairait à Bob Sinclair, parce que je crois que sans doute, ouais. récemment, vrai. il s'était plaint en fait d'un DJ set où les gens étaient avec leur téléphone. Ouais. Et le lendemain, il a posté, il dit en fait, c'est pas possible. Non. Concentrez-vous sur le moment. Oui. En fait, le téléphone, ça met un filtre en fait entre le moment et soi, quoi. Et je trouve ça hyper dommage. Et donc, dans les événements que j'organise, il n'y a pas tout ça. Et donc, on connecte avec la musique, on connecte avec les gens, on connecte avec soi. Et en fait, on se lâche vraiment. Et c'est hyper surprenant. Et les gens eux-mêmes sont surpris de s'être autant lâchés. Et je trouve ça trop beau, quoi. Oui, parce que tu crois au lâcher-prise, effectivement, en soirée, indépendamment des substances qui parfois accompagnent la nuit. C'est un de mes combats de vie, je pense. Ça l'a été pour moi-même déjà en tant que personne, de savoir aller au-delà de ces démons ou de ces émotions négatives, de surmonter le trac, par exemple. Et moi, je tiens vraiment à le faire sans aucune substance. Et je trouve ça vraiment magnifique quand on arrive à dépasser ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et que j'ai vraiment envie de transmettre et que je transmets du coup à travers mes ateliers. Et comment les gens réagissent à cette vision de la fête un petit peu différente? Alors, je pense que là, il y a quand même un mouvement déjà d'organisateurs et de gens qui ont envie de ça aussi, qui en ont un peu marre de la fête associée à la drogue, à l'alcool, au fait d'être complètement KO pendant une semaine ou 2 jours, quoi. Et donc, il y a un vrai mouvement en ce moment, et c'est hyper bien reçu, en fait. Les gens, finalement, adorent cette manière alternative de fêter.
Et du coup, j'imagine que c'est le reflet d'une hygiène de vie pour toi. Oui. Cette hygiène de vie, quand on est DJ, elle est essentielle ? Elle est essentielle. Certains DJ, quand on parlait de Bob Sinclair, en ont déjà parlé. Et c'est essentiel parce qu'en fait, on se couche tard, on travaille beaucoup, on voit beaucoup de gens. Donc c'est hyper important d'avoir une très bonne hygiène de vie. Moi, je fais très attention à mon sommeil, par exemple, parce que je sais que quand je dors peu, c'est compliqué. Donc voilà, j'essaye de... Tu fais du sport aussi ? Je fais du sport, je bois pas. C'est un métier dans lequel, en fait, l'hygiène est importante si on veut avoir une activité pérenne et professionnelle, en fait. Très intéressant. Alors, ton travail combine du chant aussi, comme tu le disais, dans certaines circonstances. Est-ce que tu penses que le métier de DJ, tu évoquais l'intelligence artificielle, enfin le fait qu'on puisse faire de la musique plus facilement ouais. Aujourd'hui, et donc il y a l'IA qui accompagne ça. D'ailleurs, sur LinkedIn, tu as publié une stat qui est assez intéressante, c'était une stat de Deezer. Oui. Qui a annoncé qu'on est passé de 8% à 28% de titres générés par l'IA, oui. Très récemment. Donc, toi, tu dis l'IA ne peut pas faire vibrer les gens. Ma question, c'est, étant donné que tu crois à la multisensorialité, à des approches un petit peu nouvelles dans la pratique de ce métier, est-ce que c'est un métier qui, pour toi, doit se réinventer et doit évoluer à l'heure de l'IA ? Oui. Oui, je pense. L'IA, moi, je trouve ça hyper flippant parce qu'en fait, je me dis, c'est l'évolution, donc on crée par l'IA, ok. Mais en fait, ça enlève tout un processus de créativité qui est très important. Et l'IA, pour moi, ne remplacera jamais un artiste sur scène, ne pourra jamais faire danser les gens de cette manière-là et aussi leur faire passer un moment incroyable. En revanche, la musique par IA peut être très, très, très bien faite et c'est ça qui est un peu flippant. Et pour revenir à ta question, qui est... Rappelle-moi ta question. Qui est justement comment se réinventer ? Pour moi, il faut vraiment s'axer sur le live, en fait, sur la musique live. C'est-à-dire réintégrer des instruments, intégrer de la voix, des choses qui sont surprenantes que l'IA ne pourra pas faire, en fait, et que seul un humain pourra faire, et surtout surprendre les gens toujours plus, en fait. Parce que ça me fait penser à quelque chose, et là je vais peut-être un petit peu te titiller. Non mais j'ai assisté à une conférence de Charles Pépin, qui est un philosophe, qui rend la philosophie très accessible, intéressante au grand public. Et en fait c'était une conférence sur l'IA. Et il disait, alors lui il croit à une hybridation homme-IA, mais il disait l'IA c'est avant tout une blessure narcissique. C'est-à-dire que l'IA, elle est capable de faire des trucs que toi, tu es capable de faire. Oui. Donc, en fait, tu es touché. Du coup, tu évoquais les lives, mais est-ce que tu penses que l'IA, c'est pas un moyen de te challenger, finalement, si tu le prends positivement ? Je crois que j'ai vu cette conférence. Oui, de toute façon, c'est évident que c'est un challenge. Comment réussir à... Alors, je dirais pas surpasser ou dépasser l'IA, mais en tout cas à continuer à faire exister cette activité, même avec l'IA. En fait, c'est sûr que c'est un challenge, ça c'est une évidence. Je trouve que l'IA, c'est un moyen d'aller plus loin, d'aller plus vite, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant quand on sait bien l'utiliser. En revanche, le challenge, c'est de rester toujours au goût du jour, savoir... comment l'utiliser. Et en fait, c'est comme ça va très très vite. Je ne sais pas vraiment comment expliquer mon positionnement par rapport à ça, mais pour moi, il faut apprendre à l'utiliser, rester toujours alerte à ce qui se passe, aux nouveautés, mais ne pas se laisser, et ne pas se laisser submerger. Et toujours être capable de faire manuellement ce qu'on fait avec l'IA, en fait. Okay. Quand on compose de la musique... on peut pas composer de la musique si on n'a pas des bases en musique, si on connaît pas une structure musicale. Et de toute façon, faire un son avec l'IA, c'est aussi lui donner les bonnes instructions. Donc pour moi, il faut toujours savoir ce qu'on fait et pouvoir faire ce que l'IA va faire aussi. Et je reviens sur le métier de DJ par rapport à la notion de structure musicale que tu évoques. Un DJ, c'est quelqu'un qui doit avoir ces notions-là. Oui. En fait...
On ne peut pas bien mixer si on ne comprend pas la structure musicale. Après, on n'est pas obligé de connaître le solfège. Enfin, les DJ ne sont pas forcément musiciens, mais par contre, connaître une structure musicale, une phrase musicale, une mesure, c'est hyper important. Et puis d'harmonie aussi. C'est hyper important pour pouvoir mixer de manière fluide, en fait, à l'oreille. Et ça, tu l'apprends à l'école ? Moi, j'avais quand même des notions en musique avant, donc mais oui, les écoles t'apprennent aussi. Intègre ça. Voilà, moi, par exemple, quand je fais mes formations, c'est une des premières choses que j'apprends aux personnes formées, quoi. Ok. Tu es une personne qui est très authentique et j'ai l'impression que tu veux conquérir les cœurs avec des vraies vibrations, comme s'il y avait aussi un peu ce désir d'inclusivité. Quand tu vas mixer, par exemple, et délivrer tes messages avec un lâcher-prise pour toutes et tous. Oui. Si on parle de la nuit à Paris, déjà pour commencer, est-ce que tu la trouves inclusive ? Alors, pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, en termes de ne serait-ce que genres musicaux. Non, je trouve qu'elle est très codifiée, en fait, la nuit parisienne. Et même la nuit underground. Oui, je trouve que c'est finalement assez codifié. Donc, je la trouve. Tu penses à quel code ? La musique électro, par exemple, a beaucoup évolué. Et dans le monde de la musique électronique, je trouve qu'il y a quand même... là, je parle de la musique électronique, mais ça va être à peu près pareil partout. Je trouve qu'il y a quand même des codes... quand on arrive avec des choses assez nouvelles, ou même quand on est un peu hors norme... C'est dur de s'intégrer. Finalement, ça passe pas trop non plus, ouais. Et je reviens sur la qualité de la nuit à Paris. Moi, je trouve que Paris, c'est pas forcément au niveau pour une capitale. Non. Faire la fête à Londres, à New York ou à Sao Paulo, oui. C'est beaucoup plus fun qu'à Paris. Comment tu l'expliques ? Parce qu'on est quand même, on est dans une grande ville, on est 2 millions d'habitants, 10 avec l'Île-de-France. Qu'est-ce qui se passe ? Je trouve ça dingue, moi. Déjà, il y a toutes les restrictions liées aux nuisances sonores. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment une grosse problématique à Paris. Et l'insonorisation des lieux. Je pense aussi qu'il y a un problème de transport. Donc pour que la banlieue puisse venir faire la fête dans Paris, les transports la nuit, c'est hyper compliqué. Ouais. On voit aussi la naissance d'une nouvelle façon de faire la fête. Les gens vont beaucoup les uns chez les autres. Il y a moins la consommation du club, en fait, comme on a pu l'avoir. Et c'est dommage, non ? C'est hyper dommage. Moi, j'adore la culture du club et je trouve ça super dommage. Puis, c'est pas très varié, en fait, aussi, en termes de genre musical. C'est un peu dommage, quoi. Donc, ça freine. Donc, toi, t'essaies de changer ça ? Je sais pas si j'essaye de changer ça, mais en tout cas, j'essaye d'être moi-même dans ce milieu-là. Voilà. Ok. Si tu devais résumer ta mission aujourd'hui, quelle serait la cause que tu défends en priorité ? C'est difficile, ça. Oh, c'est dur de choisir. Tu peux avoir plusieurs combats. Ouais. Pour moi, une des causes que je défends, c'est vraiment la liberté. Et donc la liberté aussi dans mon milieu, c'est-à-dire oser être soi. Donc j'aime vraiment pousser les gens à tester des choses, à aller au-delà de leur réticence, et notamment les femmes. Donc je dirais peut-être en effet les femmes. Alors, quels sont tes prochains projets, DJ set, collaborations, événements ? Quelle va être la suite pour Mademoiselle Ellie ? Alors déjà, là, je prépare un EP qui va, j'espère, voir le jour. Qu'est-ce que c'est un EP ? Un EP, c'est un mini-album, on va dire. Donc là, j'espère faire 6 titres dans une toute nouvelle direction artistique. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Donc ça, c'est vraiment un truc qui fait battre mon cœur. Et est-ce que tu peux un peu nous teaser sur ça ? Eh bien, alors j'essaye de trouver des sonorités. Enfin, j'ai passé énormément de temps là, ces dernières années à essayer de trouver mon style artistique et musical, ce qui a été très compliqué parce que j'aime vraiment beaucoup de choses et j'ai du mal à faire des choix. Donc voilà, j'ai réussi à trouver à peu près ce qui me plaît, donc je travaille là-dessus. Et bien sûr, ça va comprendre beaucoup plus d'écriture. Parce que comme je le disais, j'aime bien les mots. L'écriture, c'est une passion vraiment forte pour moi. Donc là, j'ai vraiment envie d'intégrer des mots et des pensées à ma musique. Donc voilà. Et ta pensée du moment, qu'est-ce que c'est ? Ma pensée du moment, oh là, je sais pas, soyez heureux, ça va être ça. On va bientôt finir en musique pour faire découvrir à nos auditrices et nos auditeurs le style de Ellie.
Mais avant ça, une petite question qu'on aime poser sur Courant Alternatif. Si tu devais transmettre une énergie ou une impulsion à celles et ceux qui veulent vivre, mixer et créer autrement, qu'est-ce que ça serait ? Je dirais que déjà la vie est trop courte pour ne pas faire ce qu'on aime. Et puis finalement, c'est un terrain de jeu. Faut y aller, quoi. Il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc allez-y, testez, amusez-vous, trompez-vous. C'est pas grave. Et surtout, soyez vous-même, même si vous n'entrez pas dans les cases. C'est très important. Alors, on va diffuser une de tes créations qui s'appelle Firmament. Firmament, c'est ça. C'est bien cela. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la volonté artistique qu'il y a derrière ce beau titre ? Oui, c'est un titre que j'ai écrit et composé à Marrakech, sous le soleil de la Palmeraie, et c'est une histoire d'amour très intense. Alors, on va découvrir ça ensemble. Et puis, on te remercie vivement, Ellie. Merci Courant Alternatif de m'avoir reçu. Et on espère écouter tes DJ sets très prochainement. Oui, à très vite. À bientôt. Firmament, soleil au zénith, dune et serpent. Je rêve d'être à toi tout le temps. C'est le lot, monte et descend, souffle après souffle, j'atteins le firmament, les cris d'un bel oiseau, un air envoûtant, je rêve d'être à toi tout le temps. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous dans ce courant alternatif. N'oubliez pas de nous suivre et partager le vôtre sur notre Instagram, Courant Alternatif Podcast. Et à très vite pour un prochain épisode.